Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Le golfe de Guinée est le nouveau centre de gravité de la piraterie en Afrique et dans le monde. Près de 33 attaques ont été recensées en 2014 au large du Nigeria, du Bénin et du Togo. La zone côtière qui s'étend du Sénégal à l'Angola est devenue le nouvel Eldorado pour des pirates. Entre le siphonnage du pétrole à bord des cargos détournés, la pêche illégale et le trafic de drogue, l'insécurité maritime menace la stabilité économique et sociale des pays d'Afrique de l'Ouest et des pays d'Afrique centrale. Pourtant, l'espace maritime est un levier important pour le développement socio-économique dans le monde. C'est à ce titre que le Togo accueille le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Equinox Télévision, Vox Africa et UBIS News se mobilisent une fois encore au cœur de ce grand événement pour décrypter et analyser cette préoccupation majeure sur la sécurité maritime. Et en marge de la rencontre des chefs d'État africains prévue ici à Lomé, la capitale togolaise, des experts du monde maritime, des personnalités de premier rang ont fait le déplacement pour partager leur expérience sur les enjeux de la sécurité maritime. Ici, sur ce plateau avec nous, son Excellence Nicolas Berlanga Martinez. Vous êtes l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, quelles sont vos différentes forces navales européennes sont engagées dans la Méditerranée et au large de la Somalie pour combattre justement cette piraterie maritime, mais elle a pris plus d'ampleur désormais dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire entre la côte du Sénégal jusqu'à l'Angola. Quels sont les visages de cette piraterie maritime dans le golfe de Guinée? Écoutez, la Canon, si on se concentre sur le golfe de Guinée, probablement on a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'est passé ailleurs. Vous l'avez mentionné, ce qui est en train de se passer avec ces crises migratoires, des migrations irrégulières qui traversent la Méditerranée, ou ce qui s'est passé il y a quelques années tout au long des côtes somaliennes. Effectivement, le golfe de Guinée présente ses propres particularités, mais effectivement, l'action coordonnée de la communauté internationale pour accompagner l'Afrique et pour faire face à ces défis a fait que maintenant, le golfe de Guinée émerge comme probablement la zone la plus dangereuse par rapport aux menaces sécuritaires. Le Bureau maritime international fait part de 33 attaques pour l'année 2014 au large du Nigeria, du Togo et du Bénin. Moi, je pense qu'il faudrait ne pas être trop alarmiste. Et vraiment, vous savez, quand on étudie les différentes statistiques, on peut se trouver avec des données qui ne sont pas coïncidentes. Et je pense que l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, il y a énormément d'intérêts économiques quand on évalue les menaces sécuritaires qui vont, vous le savez mentionner très bien, vont de la pêche illégale, pétrole, piraterie. Son Excellence Nicolas Berlanga Martinez, j'aimerais qu'on y aille pas à pas. D'abord sur cette piraterie maritime en elle-même, ce détournement des différents bateaux pétroliers, mais aussi d'autres bateaux de marchandises. Quel est le mode opératoire que vous avez souvent observé, notamment dans la Méditerranée? Est-ce que c'est le même dans le golfe de Guinée? Non, je pense qu'il y a déjà la Méditerranée, c'était plutôt tous ces mafias, tous ces réseaux mafieux qui profitent du trafic des hommes et des femmes, donc c'est lié plutôt à la migration. Le cas de la Somalie était quand même un cas très précis parce qu'on parlait d'un État où les structures institutionnelles étaient en faillite, et donc, mais quand même la zone géographique était limitée. La particularité du golfe de Guinée, c'est que, vous l'avez mentionné, il y a une douzaine de pays côtiers qui sont impliqués, et en plus des pays qui ont différents poids et différentes attitudes actuellement pour faire face à ce fléau. Vous savez, des grands pays, un grand pays comme le Nigeria ou comme le Cameroun, qui ont énormément d'intérêts, et vous savez d'autres pays comme le Togo, qui en fait ces intérêts sont plutôt économiques, mais économiques par exemple la structure du port, avec une volonté politique, on le voit bien ces jours-là avec l'organisation de ces sommets. Justement, parmi ces menaces sécuritaires dans l'espace maritime, il y a la pêche illégale et c'est l'un des problèmes les plus importants, l'une des grandes préoccupations
à la fois du Togo, mais aussi de nombreux pays côtiers entre le Sénégal et l'Angola. Comment expliquer cette présence importante de ces auteurs de pêche illégale, non réglementée et non conventionnelle? De nouveau, je vous ai dit, le fait qu'il y a plusieurs pays, une douzaine de pays qui sont impliqués dans la réponse, complique effectivement ces mêmes réponses. Et c'est pour ça que la Golfe de Guinée, que les pays du Golfe de Guinée avaient lancé la stratégie de Yaoundé, qui essayait à différents niveaux de donner réponse à cette menace. Vous parlez du premier sommet sur la sécurité maritime qui s'est tenu en 2013 à Yaoundé. Oui, je pense que sommet comme sommet extraordinaire de l'Union africaine, le premier est celui-là qu'on va témoigner au Togo. Mais effectivement, pour le Golfe, parce que c'est la première fois qu'il y a c'est à l'échelle continentale qui se fait. La réunion de Yaoundé en juin 2013, c'était une réunion plutôt sub-régionale parce qu'il couvrait tous les pays, effectivement, du Golfe de Guinée. Il faut préciser qu'au terme de cette première réunion, on peut le dire, sur la sécurité maritime à Yaoundé, il y avait eu des recommandations qui avaient été formulées, notamment la mise sur pied... Et même un code de conduite. Et oui, un code de conduite à tenir pour les pays du Golfe de Guinée, notamment la mise sur pied des zones, des centres de surveillance au niveau des côtes. 3 ans plus tard, est-ce que cette recommandation, ces différentes recommandations ont été mises en place? C'est là probablement la clé de la solution. Effectivement, l'impulsion qui a été donnée lors de la conférence de Yaoundé en juin 2013, pour le moment, n'a pas vu... et ils sont encore dans un stade de planification. Et probablement 3 ans après, on devrait être beaucoup plus avancé. Et j'ai inclus aussi l'Union européenne, parce que l'Union européenne, à travers des groupes d'amis du Golfe de Guinée, qui s'appellent les G7++, on travaille ensemble, main sur la main, pour effectivement que toutes ces décisions deviennent une réalité. Et pour le moment, vous avez raison, ce n'est pas le cas. Il faut dire aussi que la structure est une structure un peu complexe qui est à 4 niveaux. Il avait les structures au niveau du Golfe de Guinée, il avait les structures sub-régionales avec les centres régionaux qui étaient basés au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire. Après, il y avait des zones de surveillance qui regroupaient 2 ou 3 pays. Et finalement, le 4e niveau, c'était la réponse nationale. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la mise en œuvre de ces différents centres de coordination, de surveillance des côtes maritimes? Je pense qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a pas suffisamment progressé ou avancé au rythme souhaité. Et qu'ils sont encore dans un niveau de planification. Pourquoi? Probablement parce que pas tous les pays ont su s'insérer dans cette volonté nécessaire. Évidemment, ça a demandé aussi une contribution, pas seulement financière, mais aussi en moyens maritimes. Et ça, pour le moment, n'a pas pu se consolider. Alors, dans cet espace maritime du Golfe de Guinée, on en parlait tout à l'heure, cette pêche illégale, ce trafic de drogue qui s'est déporté de la Méditerranée et maintenant qui évolue entre l'Amérique latine et l'Europe, c'est le circuit privilégié désormais des narcotrafiquants. Alors, que fait justement l'Union européenne pour accompagner un pays comme le Togo, qui lui aussi est vraiment concerné dans cette bataille contre l'insécurité maritime? Permettez-moi d'abord de dire ce qu'on fait avec les pays du Golfe de Guinée en général, et je n'éviterai pas votre question sur ce qu'on fait particulièrement avec le Togo. Déjà, après, et comme réaction à cette code de conduite et à cet accord de Yaoundé, l'Union européenne a défini sa propre stratégie de sécurité maritime pour le Golfe de Guinée en 2014. Déjà pour montrer notre alignement. Pourquoi? Probablement vous le savez. Tous les jours, il y a au moins 40 ou 45 bateaux, grands bateaux européens qui passent, qui longent les côtes du Golfe de Guinée. C'est-à-dire que la sécurité du Golfe de Guinée est étroitement liée à la sécurité de l'Union européenne. 90% des importations et exportations qui sont destinées à l'Afrique transitent par la mer. Effectivement. Et notamment dans le Golfe de Guinée. Et si vous regardez la carte, vous voyez pas seulement la proximité géographique de l'Europe et l'Afrique, mais aussi la proximité culturelle. Nous fait, on sait qu'on partage en termes de diaspora, c'est que nos échanges sont très fluides. Donc votre sécurité, la sécurité du Golfe de Guinée, la sécurité maritime du Golfe de Guinée, c'est aussi la sécurité de l'Europe. Donc ça nous fait accompagner. Comment? En accompagnant les institutions,
c'est-à-dire en poussant, je dirais, en essayant de sensibiliser les autorités pour aller de l'avance dans ces accords qui sont même signés et ratifiés à Yaoundé. Et après, on travaille avec les différents niveaux de réponse en appuyant un renforcement des capacités, même en aidant financièrement l'établissement et la consolidation de tous ces centres. Pour le Togo, ils ont mis sur pied une zone d'exclusion dans les zones maritimes pour justement permettre aux pêcheurs artisanaux d'avoir toujours un espace pour pouvoir continuer leur activité. Mais il y a cette présence des chalutiers étrangers qui violent la réglementation en matière de pêche. Et en plus de la Chine qui est pointée du doigt, il y a de nombreux pays européens. Que fait l'Union européenne justement pour limiter l'arrivée sur son marché de ces ressources halieutiques qui viennent du golfe de Guinée et qui ne sont pas prélevées dans des conditions telles que prévues par les différentes législations africaines? Dans la capacité de l'Union européenne à suivre ces problèmes, cet délit qui existe pour la pêche illégale et pour d'autres trafics illégaux, effectivement, il y a plusieurs niveaux de réponse. Par exemple, on suit de très près toute la législation qui oblige aux bateaux portant des pavillons africains, par exemple, ou des pavillons d'autres nationalités, à respecter les règles internationales. Et ce n'est pas le cas. Et donc, on aide, parfois, ce n'est pas le cas. Donc, on aide beaucoup les pays dans ce côté juridique à s'assurer que les bateaux qui portent leur pavillon s'insèrent dans la légitimité internationale, par exemple au niveau de réponse. Et il y a d'autres, au niveau par exemple des flux financiers. C'est une source dans laquelle l'Union européenne aide déjà l'Afrique, mais pourrait aider davantage l'Afrique. Tous ces commerces illicites, finalement, le but final, c'est obtenir des bénéfices, et ces bénéfices doivent transiger, ces flux illicites d'argent, parfois passent par l'Europe. Et donc, l'Europe est très engagé à pouvoir aider les pays africains. Alors cet engagement semble être limité aux yeux des populations, notamment dans les zones côtières, elles qui sont les premières à être affectées par cette situation. Vous savez que la menace, quand on parle de la menace sécuritaire maritime, peut avoir son origine dans la mer, par exemple la pêche, comme vous avez dit, ou la piraterie. Il peut avoir l'origine à la mer, mais c'est transféré à la terre. Par exemple, tous ces trafics illicites, en fait, utilisent les côtes pour pouvoir continuer leur trafic, ou il peut avoir lieu même sur terre, comme il s'agit par exemple pour les exploitations, les attaques contre les exploitations pétrolières. Donc il n'y a pas de différenciation. Et en fait, je pense qu'un des buts de ces sommets sur la sécurité maritime, c'est de sensibiliser les pays non côtiers, justement les pays enclavés, justement à se rendre compte que la menace est partagée. Que même s'il y a des pays qui peuvent se sentir à l'abri de cette menace, finalement, ils vont être victimes de la même manière. Puisque le marchandise déjà transite par ces pays côtiers, il y a également les ressources halieutiques qui s'amenuisent dans le golfe de Guinée à cause de ces pillages. Surtout les trafics des êtres humains, les trafics illicites, drogues, armes ou d'autres, effectivement, vont transiter aussi par le pays. Donc je pense que le Togo a mis un accent particulier que nous avons appuyé fortement, a aussi impliqué les pays enclavés, les pays non côtiers, dans toutes les discussions du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Justement, ce sommet s'est ouvert lundi 10 octobre 2016 ici à Lomé, la capitale du Togo. Quel est l'apport de l'Union européenne, l'expertise apportée pour trouver des solutions concrètes, déjà des pistes de solutions pour véritablement sécuriser cet espace maritime ô combien important pour le développement de l'Afrique? Bon, je dois dire que la Commission de l'Union africaine et le gouvernement du Togo ont eu la grande idée d'habiller les sommets, les activités des sommets, avec un village de partenaires où plusieurs panneaux, plusieurs discussions sont en train de se tenir. Et là-bas, quand il s'agit des débats de nouveau, je réitère comment c'est une menace partagée qui demande des réponses collectives. Donc on a pu effectivement appuyer pas seulement les sommets, mais aussi faire venir des experts européens ou des entreprises européennes, justement pour participer à ces débats. Et c'est en créant cette espèce de culture de travail ensemble qu'on pourrait être beaucoup plus efficace. Donc on s'est concentré surtout dans notre présence dans la partie non africaine du sommet, que c'est toutes ces activités autour du village des partenaires, autour de ces débats
qui ont lieu et qui vont couvrir l'ensemble des menaces. Aujourd'hui, ils ont parlé de piraterie, demain, ils vont parler sur la pêche illégale, ils vont parler aussi sur la réponse militaire, sur les transports maritimes, sur l'environnement. Il ne faut pas oublier aussi que l'environnement très important à cause de justement de cette pêche illégale, mais aussi de ces déchets industriels qui sont déversés dans les océans, à côté de la réponse militaire qui est attendue pour mettre fin à ces actes de piraterie. Il y a un volet développement qui semble ne pas véritablement être trop pris en compte, celui de transformer ces zones. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que si vous regardez même les titres du sommet, il parle de sécurité, sûreté et développement. Oui, pour le sommet, extraordinaire, mais dans les politiques africaines en matière de sécurité maritime, ce volet est souvent J'ai l'impression qu'au moins dans la tête des Européens, sécurité, développement et gouvernance, ces trois piliers, et si vous voulez, on peut ajouter un quatrième que c'est l'environnement. Je pense qu'au moins dans notre approche à ces problèmes, nous nous sommes bien imprégnés de cette diversité des réponses. Et qu'en fait, les quatre piliers sont interconnectés et il faut savoir maximiser l'impact des uns et des autres. Alors, cette interconnexion que vous évoquez débouche forcément sur la promotion de l'économie bleue sur le continent africain. Quelle est l'expérience de l'Union européenne qu'elle peut apporter au Togo et aux autres pays africains qui participent à ce sommet extraordinaire? Regardez, vous savez comment l'Union européenne a été créée? Ça a été sur la base d'un processus graduel de mettre en place des politiques communes. Et une des premières politiques qui a été mise en commun, c'était l'agriculture, c'était aussi la pêche. Donc vous voyez, la présence de quelques experts européens, demain même dans les panneaux sur la pêche et sur la pêche illégale, va probablement approfondir dans ses capacités d'échange ou de partage des expériences. Mais vous avez tout à fait raison. Quand il s'agit de nouveau, les frontières n'existent pas dans les océans. Les océans, c'est un atout presque universel. Et donc les pays africains, de plus en plus, doivent montrer ces volontés d'aller de l'avant en sachant définir des réponses à ces défis. Justement, par rapport au large de la Somalie, qui a été l'une des zones les plus touchées durant les 10 dernières années par cette piraterie, des anciens pirates sont devenus des pêcheurs qui aujourd'hui semblent trouver leur compte dans ce domaine. Est-ce que ce n'est pas un aspect aussi important? Très important. Qui sont les auteurs de ces actes de piraterie, quelles sont les motivations et à travers ça, explorer une stratégie de développement? Très important. De nouveau, on revient la cause profonde de la piraterie, ce n'est pas l'acte illicite en soi-même, c'est la pauvreté, c'est la détresse, le manque d'avenir. Et donc il faut s'attaquer à ces racines justement pour pouvoir bien répondre à la question. Évidemment, dans la média, dans les courts termes, il faut toujours mettre en avant la réponse militaire, mais la réponse militaire par soi-même ne sera pas la seule réponse. Et c'est ça qui est en train de se produire en Somalie. Atalanta, la mission militaire européenne Atalanta, qui a énormément contribué à cet apaisement du problème de piraterie en Somalie, a été succédée par une autre mission qui s'appelle Nestor, qui déjà met en place un peu envolé beaucoup plus de développement. Pas seulement de développement, aussi par exemple d'harmonisation des cadres juridiques, de faire ou de renforcement des capacités par rapport aux mêmes autorités somaliennes à pouvoir gérer leurs côtes. Donc vous voyez, il y a toutes ces expériences qu'effectivement on pourrait partager et que je suis sûr, et c'est notre volonté, ces jours-là vont être exposés pour aider aussi les Golfe de Guinée, les pays du Golfe de Guinée. Vous avez parlé d'harmonisation du cadre juridique et c'est là l'un des talons d'Achille. Dans le Golfe de Guinée, il y a plusieurs pays africains qui ont une législation bien différente, notamment sur ce qui concerne les zones maritimes. Alors comment faire pour se mettre d'accord lorsqu'on sait que l'enjeu de ce sommet, c'est justement l'adoption d'une charte contraignante? Et effectivement, dans la charte, normalement, il devrait donner lieu à un annexe qui travaillerait sur cette harmonisation juridique. Mais de nouveau, je reviens sur la comparaison entre la Somalie et le Golfe de Guinée. La Somalie, c'était un seul pays où, les complexités juridiques étaient beaucoup plus faciles à gérer. Ici, on parle d'une douzaine de pays. Regardez par exemple la question des langues. Vous savez, le français, l'anglais et le portugais déjà comme langue officielle de plusieurs pays du Golfe de Guinée.
Vous avez très bien parlé les différents cadres juridiques existants. Moi, je suis convaincu qu'il y a une dynamique positive au niveau de la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO et la CEAC, à graduellement surmonter ces défis. Mais effectivement, il y a des pas à faire avant d'arriver à une réponse, disons, On a souvent aussi globale. observé d'autres contentieux liés aux frontières entre les pays africains et ce qui plombe le travail des gardes-côtes dans la surveillance maritime. Mais nous pouvons observer quand même des exemples positifs à ce sens. Vous avez tout à fait raison à soulever ces points, mais regardez comment les Nigeria et les Cameroun ont pu arriver à un accord sur la délimitation des frontières, comment les Ghana et la Côte d'Ivoire sont en train de discuter. Les Togo a aussi montré un intérêt pour résoudre le contentieux des frontières maritimes avec ses voisins. Donc je pense que de plus en plus, il y a une dynamique de dialogue et une dynamique de concertation. Je comprends bien votre, disons, anxiété de dire, oui, tout ça c'est très bien, mais par exemple, si on regarde les Yaoundé et Lomé, 3 ans se sont passés, on n'a pas vu de résultats concrets. Je partage votre anxiété et je peux vous assurer qu'en tout cas, nous, Union européenne, nous sommes prêts à vraiment être à vos côtés, je dirais même derrière vous, parce que c'est vous, ce sont les pays du Golfe de Guinée qui doivent prendre le leadership, et nous sommes prêts à être derrière, parce que, pas seulement par générosité, sinon parce que nous sentons que ces menaces sont des menaces partagées. Alors justement, Lomé s'est mobilisé pour l'élaboration d'une charte sur la sécurité maritime, et une trentaine de chefs d'État africains est attendue ici en fin de semaine pour se prononcer sur cette charte-là. Et on a souvent vu plusieurs fois des conférences des chefs d'État africains de l'Union africaine sur cette question d'élaboration des chartes sans qu'au lendemain de leur adoption, il n'y ait des actes concrets sur le terrain. Moi, je peux vous dire... Que pensez-vous de cette attente des chefs d'État africains sur cette charte contraignante? Nous, probablement, vous vous souviendrez, les taureaux en juin 2014, donc il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans, a présenté son projet d'organisation des sommets. Il l'a présenté, si je me souviens bien, dans les sommets qui a eu lieu à Malabo en juin 2014, a présenté son intention d'organiser ce sommet. Depuis là, nous avons accompagné le gouvernement de Togo, et notre accompagnement, ce n'était pas seulement logistique, c'était aussi en termes d'expertise, et aussi en termes de négociation, de dialogue politique. Et nous avons effectivement plaidé que la charte de Lomé devait être une charte opérationnelle, qu'il ne fallait pas probablement inventer de nouveaux instruments, mais peut-être que la charte aiderait à consolider les instruments qui existent déjà, aiderait les pays à ratifier les accords, à les mettre en place, les accords qui existent déjà. Et sincèrement, je suis convaincu que l'intention du gouvernement du Togo et j'imagine de la Commission de l'Union africaine aussi, qui sont en train de discuter sur ce projet de charte, je suis sûr que la volonté finale, c'est effectivement ne pas faire un document de plus, sinon un document qui puisse être bien opérationnel, avec des volets clairs, des lignes de travail claires. Vous avez déjà esquissé quelques-uns: coopération policière, coopération judiciaire, harmonisation des cadres juridiques, et évidemment aussi la mise en place de toutes ces structures, les structures des Yaoundé. Justement, sur le papier, tout cela paraît très beau pour justement mettre fin à cette insécurité maritime, mais il y a un problème que posent notamment de nombreux pays africains, c'est celui du financement de ces différentes opérations-là. Si vous voulez savoir quelle est mon opinion basée sur comment s'est passée la mission Atalanta qui a travaillé dans les côtes somaliennes, ou même d'autres missions militaires qui sont en train de se développer, notamment dans la Méditerranée, sincèrement, moi, j'ai conseillé de laisser les financements derrière. C'est la volonté vraiment politique des États et des organisations régionales et la capacité de l'Union africaine à fédérer ces efforts qui est prioritaire. Si ces volontés existent et ces structures existent, je suis sûr que le financement ne manquera pas. Ne manquera pas de la part de l'Union européenne, ne manquera pas de la part de même les pays bénéficiaires, mais aussi d'autres partenaires qui sont très volontaires, qui très volontairement contribueront au financement de cet accord. Par exemple, pour la question des pirateries, nous avons un accord stratégique avec les États-Unis. On a travaillé ensemble en Somalie. Rien n'empêcherait de travailler aussi ensemble dans le Golfe de Guinée.
Mais il y a d'autres partenaires qui normalement ne sont pas très actifs. Vous restez ouvert à une main tendue des pays du Golfe de Guinée pour les aider contre cette menace sécuritaire maritime? C'est ça qui justifie notre forte présence dans les activités complémentaires au sommet des sommets de Lomé. Alors, est-ce que les pays industrialisés que vous représentez de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis, ne cherchent pas plutôt à veiller aux dernières réserves l'Union européenne, justement. Est-ce que vous ne cherchez pas plutôt à veiller aux dernières réserves halieutiques et pétrolières qui se retrouvent dans le golfe de Guinée? Je peux vous dire radicalement non. Et pourquoi? Parce que sinon, toute la volonté que nous avons marquée depuis des années dans d'autres parties de l'Afrique ne se correspondrait pas avec ce que vous dites. De nouveau, le point principal, c'est la sécurité. Quand on parle de gouvernance, on parle de l'avenir. Et quand on parle de développement, c'est aussi pouvoir que les Africains prennent en charge effectivement leur propre avenir. Donc moi, j'éviterai de voir des suspicions où il existe seulement une volonté de coopération. J'ai précisé avant même que nous serons toujours, si cette volonté politique arriverait à se consolider de la part des États, de la part des organisations régionales, de la part de l'Union africaine, je vous ai précisé que l'Union européenne sera prête à se placer derrière, justement, pour pouvoir aider. Mais de nouveau, pardonnez-moi, c'est une menace partagée. Il faut donner des réponses collectives. Et c'est ça que nous cherchons. Nous tendons la main parce que nous sentons que cette menace, c'est une menace pour vous, principalement, mais aussi pour nous. Merci, Son Excellence Nicolas Berlanga Martinez. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo et vous participez à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine dont le point culminant est prévu cette fin de semaine où une trentaine de chefs d'État africains sont attendus ici à Lomé, la capitale du Togo. Et vous pouvez suivre cet événement, les grands moments de ce sommet et ses différentes articulations sur Vox Africa, UB News et Equinox Télévision au cœur des grands rendez-vous sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.